On va partir sur une dizaine de minutes pour la question-réponse. Si certains d'entre vous ont des questions. Oui. Ouais, on disait que donc un bloc c'est un agrégat de transactions. Oui. Est-ce que ce bloc est construit par le système ou est-ce que chaque mineur peut se dire tiens, je vais prendre ces transactions-là et je vais essayer d'en faire un bloc? Là, c'est vraiment chaque mineur qui pioche dans le pot commun. Donc potentiellement, il y a des stratégies d'optimisation pour sélectionner les bonnes transactions qui sont plus faciles à casser. Typiquement, je vous donne un exemple. J'ai mis des frais dans ma transaction. Je décide du montant des frais. Donc il va prendre par défaut ce qui leur donne le plus de frais. Voilà. Donc ça, c'était une des règles. Mais les frais par rapport à la rémunération, c'est beaucoup ou c'est... Non, non, c'est beaucoup moins. En fait, ouais. Comme c'est basé sur l'offre et la demande, c'est-à-dire que si jamais on va dire les frais moyens, je vais dire n'importe quoi, c'est 0,5 bitcoin, c'est bien sûr beaucoup moins. Hein, ça, parce que si j'achète pour je sais pas, en euros, si j'achète pour 10 euros mais que j'ai 2000 euros de frais, ça n'intéressera personne. Mais, si par exemple, si je veux dépenser, enfin, si le cours moyen des frais c'est 0,5 bitcoin, il suffit que moi, si je veux passer devant tout le monde, je mets 0,6. Les mineurs vont se jeter dessus, et donc bien sûr ma transaction va être prise dans les premières. Et c'est comme ça que ça se régule. C'est-à-dire que, à l'inverse, si jamais tous les frais tombent, bien sûr, je mettrai moins de frais. Donc, ça dépend vraiment du cours du frais quelque part. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la blockchain disait tout à l'heure qu'elle a une valeur finie et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des frais parce que les mineurs se rémunèrent sur la création des blocs. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les bitcoins, c'est que on a vu qu'il y a un bloc, mais un bloc il a une taille finie. Il peut enregistrer un certain nombre de transactions. D'accord ? Donc le potentiel de transactions par jour du réseau Bitcoin, il est fini. Et aujourd'hui, on a plus de transactions que le réseau peut en accepter. Donc aujourd'hui, même si les mineurs se rémunèrent en créant des blocs, il y a des frais de transaction, parce que sinon, nos transactions ne passent pas, tout simplement. Alors, est-ce qu'au fond du panier? Donc voilà. Donc là, le réseau étant saturé, les frais de transaction arrivent bien plus vite que ce qui avait été imaginé. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent aujourd'hui commencer dans le Bitcoin, parce qu'on voit que les courbes s'affolent, etc., c'est compliqué. C'est compliqué de rentrer là-dedans. Pourquoi? Parce que justement, le réseau est déjà saturé des transactions qui existent. Donc, soit il faut mettre des frais assez élevés. Donc, on parle. Je sais plus, j'ai parlé. Je sais plus, mais enfin, aujourd'hui, on parle en euros, ça peut aller jusqu'à parfois 10 euros, 20 euros de frais de transaction pour les transactions actuelles, si je parle en euros. Donc, voilà, rentrer aujourd'hui dans le Bitcoin, quelque part, c'est victime de son succès. C'est pour ça qu'il y a d'autres crypto-monnaies d'ailleurs qui existent. On en parlera un peu plus tard. Mais pour lesquelles justement tout ça. Chose importante, la blockchain en elle-même, c'est open source. C'est-à-dire tout le monde voit les sources, tout le monde peut prendre, copier le Bitcoin et puis en faire une autre. C'est libre, le code est ouvert. C'est pas quelque chose de fermé. On a vu que l'auteur, il est anonyme, mais le code, il est ouvert. Ainsi que le contenu des bases de données sur chaque nœud, tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut voir le contenu de toutes ces transactions. Toutes les transactions passées peuvent être vues et recherchées ou lues par tout le monde. Il y a un monsieur tout derrière. Derrière toi, oui. J'ai deux questions. La première, c'est savoir qu'est-ce qui fondamentalement différencie les mineurs des établissements financiers traditionnels. Et deuxième question, qui fixe le cours de conversion entre les bitcoins et autres crypto-monnaies et les monnaies existantes traditionnelles? La deuxième question, la première non, c'est un peu plus compliqué. Donc je vais commencer par la deuxième. Qui fixe le cours? Tout simplement, le cours il est défini par trading, par les plateformes de trading. Donc même chaque plateforme de trading a son cours. Voilà. Donc c'est vraiment, on avait dit, c'est l'offre et la demande. Donc à un instant T, le cours, c'est un cours moyen de l'ensemble des cours des plateformes de trading autour de cette monnaie-là. Il n'y a pas de référence fixe qui est une valeur monétaire internationale qui donnerait le cours du Bitcoin, d'où sa volatilité. Voilà. Il n'y a absolument aucune régulation sur cette partie-là. Et pour l'autre question, qu'est-ce qui différencie moi je pars du principe que c'est le nombre justement de nœuds de minage quelque part. Aujourd'hui, un établissement financier, il y a quelque part aussi
un rôle de régulation, mais il possède aussi des données, des choses comme ça sur un client ou même un portefeuille de clients. Ça dépend de ce qu'on entend par établissement financier. Est-ce que vous êtes dans cet établissement financier, est-ce que vous êtes client de cet établissement financier? Parce que dans les banques, il y a un problème de clientélisme. Dans le Bitcoin, il n'y a pas vraiment, on n'essaie pas de garder un client. Cette notion-là n'existe pas. Les mineurs, ce sont vraiment des acteurs techniques qui permettent de réguler les réseaux. Ils n'essaieront pas de vous garder comme un client. On n'est pas client chez eux. Il n'y a pas de client de minage, c'est juste voilà, des éléments techniques du réseau pour faire fonctionner le réseau. C'est quand même eux qui se rémunèrent sur les transactions, donc, un peu comme les établissements financiers. On peut le voir comme ça, c'est les acteurs du réseau, oui, tout à fait. On peut le voir comme ça, mais ils ne sont pas en tant que tel, ils n'ont pas la casquette de tiers de confiance, par exemple. Non, d'accord. Ça, ils n'apportent pas. C'est quand même eux qui en profitent le plus, en quelque sorte. Mais tout le monde, à chacun, peut être mineur. Oui, mais quelque part, il est rétribué aussi pour l'énergie qu'il dépense. Quelque part, c'est une rétribution. Il ne le fait pas dans le but. Bien sûr, il veut gagner de l'argent. Bien sûr. Mais voilà. Mais c'est à la hauteur aussi de l'énergie qu'il dépense. Oui. Est-ce qu'un mécanisme est prévu pour empêcher les mineurs de se regrouper? Alors, non. Bien au contraire. C'est qu'il y a des regroupements, ce qu'on appelle des pools de minage. C'est-à-dire que, je prenais l'exemple tout à l'heure, chez vous, vous avez une machine et vous voulez miner du Bitcoin. Eh bien, si vous essayez tout seul de le faire, vous n'avez quasiment aucune chance de miner un bloc. Donc, ce que font les gens, c'est qu'ils se regroupent sous forme de pool. C'est-à-dire qu'ils partagent de la puissance des calculs, et à chaque fois qu'un bloc est trouvé, l'argent, la rétribution est partagée en tout. Et là-dessus, tu peux lui sortir, c'est bien. On va même pouvoir montrer un peu ça. L'important, c'est pas forcément que les gens se regroupent, c'est pas très grave en soi. Mais ce qui serait grave, c'est que le regroupement soit important, soit d'une telle importance que ça constitue plus de 51% de la puissance et que tous ces gens regroupés désirent corrompre la blockchain. C'est ça c'est en ça que c'est... Même sans chercher à la corrompre, ne décideraient de miner que des transactions de leurs amis, entre guillemets. C'est ça, de mettre des règles particulières dans le minage et de choix des transactions. En fait, de casser cette loi d'offre et de demande, quelque part. Là, ici, on voit, pour une répartition, ça c'est des pools de minage. Donc, on voit que le plus gros pool de minage, si je ne me trompe pas, c'est Antpool. Voilà. Mais, voilà, le plus gros pool aujourd'hui constitue 18,1% de la puissance des calculs. Donc on est loin encore des 50%. Mais après, il y a eu une histoire, un moment où il y avait un pool qui commençait à aller approcher les 40%. Et donc il y a eu le système, les gens en tout cas, et comme ils savent finalement qu'il y a un risque quand quelqu'un s'associe, ça s'est rescindé, ils ont refait des pools, etc. Enfin, mais il faut savoir aussi que la valeur du Bitcoin est aussi indexée sur la confiance dans le système. Si par exemple demain, un pool commence à avoir 51% de la puissance des calculs, on va dire ok, le système est plus sécure, le Bitcoin du jour au lendemain il va s'écrouler. Donc tout ce que vous aurez dans votre portefeuille, si vous avez des millions de Bitcoin, ils ne vaudront plus rien. Donc eux, ils n'ont absolument aucun intérêt à ce que ça se développe. Oui. Qui gère et qui entretient tout ce système? Alors c'est là où, quand on parle du système, c'est-à-dire du système des mineurs, par exemple. Par exemple, le système de blocs, le code derrière. etc. Oui, tout à fait. Il y a bien un maître d'œuvre derrière oui, qui entretient ça dans le temps. Oui, tout à fait. Il y a... Pas de donc. Il peut y en avoir. Il y a en tout cas... comment je ne pas trouver mon nom. Ils sont regroupés au sein d'un groupe qui justement essaye de se mettre d'accord pour faire évoluer le réseau. Donc il y a un ensemble de personnes qui participent à l'évolution du code. Donc on est vraiment dans la politique open source. Il y a une communauté autour du code avec une gouvernance qui leur est propre. Et donc on est dans ce système-là. Voilà. Donc, et en effet, c'est eux qui jugent aussi de l'évolution du protocole. Il faut savoir qu'il y a le protocole Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui. Toutes les règles que l'on explique aujourd'hui ont été codées.
Donc forcément, par exemple, il y a une limite, la limite qu'on connaît aujourd'hui avec le Bitcoin, c'est la taille des blocs. On sait que la taille des blocs, aujourd'hui, un bloc peut faire au maximum 1 mégaoctet, et ça représente, on va dire, entre 3 et 4 000 transactions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre plus de 3 ou 4 000 transactions dans un bloc. Comme on sait que le réseau est saturé, il y a bien sûr eu ce qu'on appelle des forks. En fait, des forks, c'est créer de nouvelles... En fait, émettre un nouveau protocole. C'est ça, c'est changer le protocole pour grossir la taille des blocs. Et donc pour ça, ils se mettent d'accord et ils disent à un moment donné, ils font ce qu'on appelle un fork, c'est qu'ils prennent cette blockchain, quelque part ils en créent une autre à partir de la première. Mais cette blockchain n'a pas de rapport avec la première. La base de données n'est pas la même. Ils ne partagent pas les mêmes portefeuilles, ils ne partagent pas le même argent créé. On repart de zéro. C'est un peu faux parce qu'il y a hard fork, il y a plusieurs façons de faire. Voilà. En tout cas, il n'y a pas un État qui contrôle le code, ça reste une communauté sur le modèle open source. Voilà. J'ai une autre question. Comment peut-on utiliser une monnaie qui est aussi fluctuante? Par exemple, moi, je vais acheter une voiture, je peux payer un bitcoin. Une voiture qui coûte 30 000 €, grosso modo, ça fait 2 bitcoins. Bon, peut-être que demain, le bitcoin, l'acheteur, le vendeur, demain, quand on voit de telles variations de cours, il peut encore doubler ou il peut être divisé par 4. On n'en sait rien. Comment peut-on accepter une monnaie? C'est tout le problème de Bitcoin aujourd'hui. Sa variation est tellement importante que des acteurs, par exemple, on prend Microsoft, on prend Steam, c'est un revendeur de logiciels de jeux vidéo. Ils acceptaient le Bitcoin et ils l'ont arrêté parce qu'ils ont dit justement les frais de transaction sont trop importants, la fluctuation est trop importante, qu'on n'arrive pas à le gérer. Donc les paiements, c'est beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de coûts de gestion. Donc aujourd'hui, avec les fluctuations du cours, ils ont décidé d'arrêter. Donc le problème du Bitcoin aujourd'hui, c'est que c'est devenu une valeur spéculative, mais plus dans son objectif initial qui était de créer une monnaie. Donc il faut retrouver une stabilité du Bitcoin pour en refaire une monnaie qui était l'objectif de base. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est un problème. C'est un problème puisque ça vient corrompre l'objectif de l'objectif. Oui, monsieur. Vous parliez tout à l'heure des forks qui vont plus se produire sur une monnaie. Est-ce que c'est ce type de fonctionnement-là qui s'est passé pour, par exemple, le Bitcoin Cash? Oui. C'est un hard fork, Bitcoin Cash. Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'effectivement, ceux qui ont eu qui étaient du coup la monnaie Bitcoin, avaient aussi la même valeur en Bitcoin Cash puisqu'ils partageaient cette même base de données. Voilà. Alors ça, c'est le hard fork, c'est une façon où on duplique aussi la base et on donne aux clients de Bitcoin, ils partent avec un portefeuille équivalent, mais qui n'a pas la même valeur, puisqu'on recrée quelque chose, il y a peut-être un certain nombre de Bitcoin qui est là, mais la valeur n'a rien à voir, puisqu'on repart d'une... Donc il y a le hard fork qui crée en prenant une partie de la base existante, qui recrée une autre chaîne, et puis il y a les forks complets qui partent de zéro, et puis il faut recréer tout. Il n'y a pas de monnaie, et on a créé plein de... Donc il y a deux façons de forker une Une dernière ou ouais, parce qu'on va arriver on va essayer de changer. Oui, monsieur. Ouais, je disais comme on va un jour atteindre le nombre final de Bitcoin, comment on va faire pour confirmer les transactions? Puisque logiquement, il n'y aura pas de nouveaux blocs qui pourront être créés. Si. Alors, on va créer de nouveaux blocs, mais là où avant, dans chaque bloc, on avait une transaction qui rémunérait le mineur et qui créait l'argent, quelque part, cette transaction n'existera plus dans les blocs. Et c'est uniquement les frais de transaction qui rémunéreront le mineur. C'est pour ça que demain, quand on sera arrivé au cap du nombre de maximum de Bitcoin atteint, les frais de transaction forcément vont augmenter. Une dernière question, Juan. On a vu que la chaîne était croissance sans arrêt. Oui. Est-ce qu'on va atteindre des limites pratiques avec la taille de la chaîne au bout d'un moment? Oui. Alors, je pense qu'on va... Alors, il faut savoir que déjà, tous les nœuds ne possèdent pas, même s'ils possèdent quelque part une connaissance de l'ensemble des transactions, ne possèdent pas une base de données forcément complète. Les seuls nœuds qui possèdent une base de données complète sont les mineurs. Ils en ont besoin parce que voilà, ils font partie du truc. Les autres, ils n'ont quelque part qu'un index de ces transactions. Donc ils ont une partie beaucoup moins volumineuse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend la base de données Bitcoin chez un mineur, je ne sais plus, on est à 30... Non, on est à 60-70 gigas. 70 gigas par là. Et oui, ça commence à prendre des... Mais bon, ceux qui minent, de toute manière, ils ont de l'argent
pour mettre à disposition une puissance de calcul, donc ils mettent aussi forcément d'espace disque qui vont bien. On arrivera peut-être à 200, 300, 400 gigas. Il est clair qu'au moment, moi j'ai fait le test de dire je suis un mineur, je vais descendre toute la base. J'ai aucune chance de trouver un bloc. Ça m'a pris 2 jours pour descendre la base. Déjà, rien que ça, pour arriver à avoir quelque chose qui puisse marcher. Et c'est pareil sur le temps moyen de minage d'un bloc, alors même en fonction des puissances de calcul, on parle quand même de plusieurs jours pour arriver à miner un bloc. Donc je vais vous présenter Ethereum. Alors, Ethereum. Ethereum, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le successeur de Bitcoin? On va le voir, vous allez faire votre avis. On parlait tout à l'heure, est-ce que c'est le Web 3.0? Est-ce que Ethereum représente le Web 3.0? Et est-ce que c'est la blockchain 2.0, c'est-à-dire vraiment une évolution du concept? J'aurais tendance aujourd'hui à le catégoriser vraiment là-dessus, moi, sur une vraie réflexion autour de la blockchain et une vraie modification de son utilisation. Comment on peut voir Ethereum? On va faire des abus de langage exprès pour essayer d'avoir des grandes idées, puis après on essaiera d'entrer dans le détail. Donc on pourrait le voir comme un ordinateur. Donc on dit c'est plus une chaîne de blocs, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur qui prend les forces de la blockchain, donc il est décentralisé, infalsifiable, on en parlait, toujours disponible, puisque chacun des nœuds finalement est acteur, donc il faudrait éteindre tous les nœuds, donc il faudrait éteindre tout Internet finalement pour qu'il s'arrête. Comme il est disponible sur tous les nœuds du réseau, il est accessible de partout, et puis il est accessible par tout le monde. Ah, un super ordinateur, c'est génial. Oui, mais par contre, on est quand même sur une blockchain. Donc on a vu quand on crée des blocs, il faut payer pour avoir des frais de transaction. Donc en effet, on peut l'utiliser comme un ordinateur, mais tout ce qu'on va faire dedans, on va falloir le payer. Et puis, c'est pas une bête de course. On peut estimer que la puissance de calcul d'Ethereum, c'est un peu l'équivalent d'un vieux smartphone qui ferait tourner Snake. On comprend bien qu'on va faire du calcul scientifique là-dessus. Et puis, on a vu aussi, vous vous souvenez, quand tout à l'heure j'ai miné un bloc, j'ai attendu qu'il y ait une confirmation de certains blocs. Donc, c'est-à-dire qu'on a un résultat cohérent, mais à terme. Pas tout de suite. D'accord? Donc, ça fait quand même pas mal de minutes. Ça reste néanmoins très intéressant. Alors, comment Ethereum, quelles sont ses spécificités? En 3 grandes phrases, déjà, c'est une blockchain plus rapide. C'est-à-dire que le temps entre 2 blocs, qu'on a vu tout à l'heure qui était 10 minutes, sur Ethereum, on est à 12 secondes. 20 secondes. J'ai plus le slide après. Je vais vous dire une bêtise. Donc c'est beaucoup plus court. Mais ce qu'on a vu, c'est que tout à l'heure, 10 minutes, c'était pas. Il n'y avait pas une mauvaise raison. 10 minutes, c'était une propagation d'un bloc sur tout le réseau Internet. Donc ça veut dire que si on accélère la création des blocs, on va être confronté à des choses un peu particulières. En plus, donc là, les choses très importantes, c'est que la chaîne, on a vu tout à l'heure que ça va stocker des transactions, là ça va aller un peu plus loin, ça va stocker des données. Et ça va stocker des données, pourquoi? Parce qu'on va mettre des programmes. C'est là la vision ordinateur que je vous disais tout à l'heure. Donc on va mettre des programmes dans la blockchain. Voilà, donc le temps entre 2 blocs, voilà, 10 minutes, 12 secondes. Et puis on a vu qu'il y avait un problème tout à l'heure, c'est que la taille des blocs elle était finie. Il fallait revoir le protocole si on voulait augmenter la taille des blocs. Et bien là c'est déjà directement intégré. La taille de bloc s'adapte automatiquement en fonction des données qu'il y a à stocker. Parce qu'on a dit qu'il y a stocké les données dans l'absolu on ne sait pas quel volume il va y avoir. Donc le protocole s'adapte tout seul. Alors, on disait qu'il y a des programmes dans la blockchain. Alors les programmes c'est tout bête, hein. C'est vraiment des programmes de base. Qui sont stockés dans la blockchain. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'un programme est dans la blockchain, on ne peut pas changer. On l'a programmé, il tournera comme il a prévu de tourner d'origine. Donc, il est capable de modifier l'état de la blockchain. Là, je disais, il y a des données. C'est lui qui va être acteur de la modification des données. Et puis, un programme, il est associé à un compte. Donc on disait tout à l'heure qu'il y a un portefeuille, quand on met un programme, ce programme est associé à son propriétaire qui est le portefeuille. Il a un propriétaire unique. Il y a quand même dans la blockchain toujours sous-jacent, ce que je disais, tout ce qui est fait doit être payé. Donc, quand on va déposer un programme, c'est une transaction, déposer un programme, exécuter un programme, c'est une transaction,
Donc à chaque fois, ça va coûter un petit peu d'argent. Donc, la monnaie en tant que telle, c'est l'Ether. Et par contre, on a une unité de facturation qui vient au-dessus, qui en appelle le gaz, qui en fin de compte permet de, si l'Ether prend beaucoup de valeur, faire tourner un programme, ça va finir par coûter très cher. Donc on a mis un espèce d'indicateur en parallèle qui est GAD, qui lui varie en fonction de la monétisation, parce que le coût finalement d'exécution ne varie pas en fonction du cours de la monnaie. Voilà. Donc ça c'est pour donner un petit peu les grandes lignes de l'Ethereum. J'ai enlevé quelques slides pour tenir un nombre de 2 heures. L'idée derrière Ethereum et de ceux qui ont conçu Ethereum, c'est quoi? C'est là la vision, ce qu'on appelle du Web 3.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un site internet que vous consultez, le programme qui tourne derrière le site internet, il est hébergé par quelqu'un. Il est hébergé par Google, par Facebook, par ce qu'on veut. D'accord? Donc il est hébergé, tout à l'heure on parlait de tiers de confiance, donc il est hébergé par un tiers de confiance aussi, à ce niveau-là. L'idée c'est de casser ça dans Ethereum. C'est-à-dire que les contrats, donc les programmes, ils tournent sur la blockchain et ils sont finalement disponibles de tout le monde. Et il n'y a pas forcément un acteur centralisé qui fait tourner le programme, qui peut décider du jour au lendemain de les arrêter parce qu'il considère qu'ils ne peuvent plus tourner. Donc on avait une monnaie décentralisée, on a des programmes décentralisés, donc il n'y a plus de tiers de confiance là-dedans. Et bien qu'est-ce qui manque juste pour avoir finalement après un site internet? C'est avoir les ressources, donc c'est les pages internet qui s'affichent, les images, etc. Donc là, les images, on ne les met pas directement dans la blockchain, on a d'autres technologies qui permettent de faire du stockage décentralisé, et on peut aussi faire du messaging décentralisé, etc. Donc toute l'idée finalement, c'est quoi? C'est d'avoir toutes les ressources d'internet disponibles pour tout le monde et hébergées physiquement chez personne, ou chez tout le monde. Voilà. Voilà l'idée Ethereum. Donc on est bien loin de la projection monétaire qu'on avait d'origine. Et pour autant, ça reste de la blockchain. Voilà. Donc demain, sur Ethereum, par exemple, je veux mettre mon site internet qui fait, je sais pas quoi, mon blog à moi. Et ben, au lieu d'aller souscrire quelque chose chez OVH ou chez un hébergeur quelconque, je soumets finalement mon programme directement dans la blockchain Ethereum. Voilà. Et personne ne pourra l'arrêter. Il est là, et il est là tant que la blockchain est là. Alors le démo, je ne sais pas si j'ai le temps. Est-ce qu'on prend le temps de faire la démo? Je pense que la démo, on verra. J'ai préparé quelque chose, mais on verra à la fin s'il y a des gens qui sont motivés à voir. Donc je publie un programme, je vois comment il tourne, et on voit comment on consulte, etc. Donc on va passer cette partie-là, et puis on va aller directement à la fin de la présentation. Donc, là, on va essayer de parler un petit peu des limites de la blockchain, des projections qu'on peut en avoir. Donc là, je vous en donne une, qui était l'utilisation au travers de programmes. Donc ça peut être intéressant, mais on va voir comment on peut l'appliquer. Aujourd'hui, Bitcoin c'est une blockchain publique, c'est-à-dire qu'elle est visible par tout le monde et sur Internet, voilà, tout le monde peut y accéder. Ça a des limites, ce public-là. Ça a des limites au niveau des performances parce qu'on est sur un réseau très étendu. Donc on a vu le temps de propagation d'un nœud, c'est 10 minutes. Parce qu'on a énormément de nœuds à synchroniser. La gouvernance, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça pose des problèmes aussi, puisqu'on fait confiance à une communauté particulière. Ça a aussi des problèmes quand on veut faire des activités régulées. On a des cours qui sont sans arrêt en train de se modifier, on a du mal à agir sur ces parties-là. Et puis on a vu tout à l'heure, une blockchain, tout le monde peut voir ce qui se passe dedans. Donc la confidentialité, elle est plus partielle. On a peut-être un numéro, un identifiant, mais le jour où on a rattaché l'identifiant à un nom, on sait, lui, il a eu une transaction avec lui, on refait toute l'histoire. Voilà, on a la vision de toutes ces transactions monétaires. Puis on ne parle pas du droit à l'oubli, puisqu'on a dit qu'une fois que c'est gravé à vie. Donc quand on a fait une bêtise, ça ne pourra pas ce sera visible de tout le monde. Voilà, donc ça a quand même des limites assez importantes. Donc dans le domaine professionnel, on a envie d'utiliser la blockchain, mais on n'a pas envie de l'utiliser comme ça. Donc c'est l'émergence de blockchain privée. Alors là, je vous mets dans le monde bancaire, oui, puisque vous êtes chez SAP, éditeur de logiciels, donc on s'y intéresse un petit peu.
Donc dans le monde bancaire, je donne 4 blockchains qui font un petit peu on va dire le buzz. On a IBM qui propose une blockchain, qu'on appelle Hyperledger. On a Microsoft aussi, blockchain as service. Et puis on a les banques qui se regroupent au niveau d'un consortium pour essayer de trouver une blockchain et trouver des réponses technologiques aux limites que je vous ai données, le droit à l'oubli, trop de transparence, etc. Donc ils essayent de créer une blockchain, finalement, où on a des accès un petit peu différents, voilà, on modifie un petit peu le protocole. Donc ils essayent de construire cette blockchain-là, qui est dédiée au monde bancaire, qu'on appelle Corda. Et il y en a une qui est indépendante, c'est une blockchain qui a été créée par une entreprise privée, qui est Ripple, qui monte pas mal en ce moment. Ripple, son objectif, c'est de remplacer les flux interbancaires. Donc Ripple, son objectif, c'est de se mettre au milieu et puis de se mettre en tant qu'acteur de transfert d'argent entre les banques. Donc Ripple, c'est juste le vecteur de transfert d'argent, c'est-à-dire qu'on ne transfère pas des Ripple. On utilise ça pour se transférer de l'euro et on met finalement la monnaie qu'on veut échanger. Voilà, c'est juste le protocole sous-jacent. Donc ça, c'est des blockchains dans le monde bancaire. Alors, je vais vous parler d'une autre tendance qu'on a aujourd'hui, qui est pour les levées de fonds. C'est-à-dire qu'on a vu que le code de la blockchain, ben, il est open source, donc tout le monde veut faire sa blockchain à lui, il y en a des milliers qui se créent, des projets, il y en a de tous les jours. C'est devenu monnaie courante. Donc, on a ce qu'on appelle des ICO. Donc l'idée derrière un ICO, c'est que c'est une entreprise qui veut lancer une blockchain. Elle émet finalement un peu comme une entrée en bourse. Elle émet ce qu'on appelle des tokens. Des gens achètent des tokens, et puis après, on met la blockchain sur le marché, et ceux qui ont investi avec des tokens, avec de l'argent qu'ils ont acheté, et ben, ils espèrent que le projet va prendre de l'ampleur, que la valorisation de la blockchain va monter, et qu'ils vont retrouver leur argent. Investissement pur. Voilà. C'est une manière de créer finalement du financement aux entreprises et de pouvoir avoir des investisseurs qui sont pour le coup tout à chacun. Voilà. Donc, dans les ICO, en général, les règles de gouvernance, on parlait tout à l'heure qu'il peut y avoir des programmes dans les terrains qui règlent certains fonctionnements, et bien dans les ICO, en général, les règles de gouvernance qui donnent la possibilité d'avoir tel ou tel, quand on a tant de parts dans l'entreprise, etc., on a le droit au vote, etc. Toutes ces choses-là, elles sont directement écrites dans le protocole de la blockchain. Voilà. Alors le problème des ICO, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal autour de ça, donc il n'y a pas de régulation, c'est un peu particulier. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples de blockchain. J'en ai pris 4. Je vais en citer énormément. On a des blockchains aujourd'hui, par exemple, on parle de Golem, OS, SOM. C'est quoi ces blockchains-là? Elles permettent de faire du partage de ressources. C'est-à-dire que sur cette blockchain-là, j'ai un ordinateur qui tourne, j'ai de la puissance de calcul qui ne sert à rien. J'aimerais bien la monétiser. Et bien la blockchain sert de support finalement à dire je partage des ressources et je suis rémunéré en conséquence. Donc cette blockchain-là, elle permet de réguler tout ça et de faire finalement des microtransactions entre les différents acteurs en fonction de la consommation de CPU utilisée et mise à disposition. Donc ça c'est un exemple. Filecoin, c'est à peu près la même chose. J'ai du disque dur, j'ai de l'espace disque disponible, je veux le mettre à disposition à des gens pour faire ce qu'on avait dit tout à l'heure, un système de fichiers décentralisés. Ben voilà, on a créé une blockchain pour pouvoir gérer le financement et le partage de ces ressources-là. C'est un autre cas d'utilisation. Donc là, on est dans le cas informatique, pur, puis ça dépasse le cas informatique. Une autre blockchain, qui est Bitland, par exemple, c'est une association au Ghana qui se crée. Au Ghana, il y a des gros problèmes pour le cadastre parce que il y a la corruption, parce que c'est mal enregistré, parce qu'il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons. Et donc l'association, qu'est-ce qu'elle fait, tout simplement? Elle a créé une blockchain où elle enregistre, et elle fait le tour de tout le pays pour enregistrer le cadastre et les propriétés de chacun. Donc pour inscrire dans une blockchain, et pour que ce soit non modifiable et que ce soit entériné quelque part, et bien ils écrivent ça dans une blockchain. Voilà, donc ils sont en train d'enregistrer tout le cadastre du pays. Donc ça c'est plutôt une action notariée. Donc, je pense que les notaires aujourd'hui
ont aussi du potentiel à utiliser des blockchains pour valider finalement les propriétés. Je peux vous donner un autre exemple, là j'ai mis Penium, c'est un exemple un peu plus isolé, c'est une université qui l'utilise pour certifier les diplômes. Tout simplement, quand on a un diplôme, et ben, le diplôme il est scanné, son empreinte, on disait tout à l'heure de l'âge, son empreinte elle est stockée dans la blockchain, et donc ce qui permet après, quand quelqu'un veut vérifier le diplôme, et ben, il va avec le diplôme, il recrée l'empreinte et il vérifie que l'empreinte est dans la blockchain et ça certifie que le diplôme a été obtenu. Voilà. Et qu'en plus on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le changer. Donc c'est une application voilà, finalement de l'utilisation de la blockchain. Là on voit bien qu'on n'est pas du tout dans des aspects financiers, on est bien au-delà. Donc on utilise ce registre décentralisé, sans tiers de confiance, infalsifiable, visible par tout le monde. Voilà, ces applications, elles ont une réalité. Voilà. On a vu la blockchain 2.0 qui est Ethereum, qui est en train d'émerger, qui commence à prendre de l'ampleur. Et on voit déjà des applications de blockchain qu'on appelle 3.0 qui essayent de continuer à pousser les limites du système. Donc c'est toujours le principe d'un registre distribué entre les personnes et les objets. Mais au lieu de... Là on n'est même plus sur la blockchain puisqu'on est sur des graphes dirigés, donc on n'est plus sur des blocs. C'est une autre façon de le faire. Mais dans cette blockchain-là, enfin dans ce système-là, on a des transactions qui sont inscrites, qui sont gratuites. Donc puisqu'on a vu que les transactions pouvaient augmenter, ben là, on a une blockchain qui, de base, dit que toutes les transactions sont gratuites. Et puis elle essaye aussi de résoudre le problème de performance. Donc on a vu tout à l'heure que ben, le nombre de transactions autorisées dans une blockchain il est fini. Et bien là, finalement, on a inscrit dans le protocole que plus il y avait d'acteurs sur le réseau, plus le système serait performant. Donc on est vraiment sur le réseau torrent qu'on connaît de base, de peer-to-peer, qui est plus d'acteurs, plus le réseau est rapide. Donc on commence à avoir émergé ce genre de choses qui sont très très intéressantes et qui permettent de faire de l'échange entre les personnes, mais aussi de créer de l'échange automatique entre objets. Donc le partage de l'information qui se monétise directement le partage d'informations en automatique. Voilà.